On va voir aujourd'hui le chapitre algorithme avancé et dans cet algorithme, on va s'intéresser aux algorithmes de recherche. Là, c'est les algorithmes de recherche, déjà on les utilise dans notre vie courante. Comme chercher quelque chose, vous pouvez chercher une feuille parmi d'autres, donc sans le savoir, on l'utilise déjà. Parmi les méthodes de recherche qu'on va vous enseigner cette année, c'est la méthode de recherche séquentielle, ainsi que la méthode de recherche dichotomique. Donc, on va s'intéresser maintenant à la méthode de recherche séquentielle. Cette méthode de recherche séquentielle, comment ça se passe? C'est-à-dire, on va chercher quelque chose dans une liste et cette liste-là, on va la chercher séquentiellement ou linéairement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va commencer à chercher à partir du premier élément. S'il n'est pas trouvé, on passe au deuxième, etc., troisième, quatrième. Une fois on l'a trouvé, on arrête la recherche. C'est bon, on l'a trouvé. Sinon, on termine jusqu'à la fin de la liste. Donc, on va essayer de voir cette méthode de recherche à partir d'un exercice que je vais vous présenter. C'est une activité. Donc, dans cette activité, on veut écrire un programme qui permet de remplir un tableau T par n entier de l'intervalle de 50. Les entiers de l'intervalle de 50 concernent les éléments du tableau. Donc, les éléments du tableau, ils ont une contrainte au niveau de la saisie, avec n entre 4 et 20. N, c'est la taille du tableau, aussi avec une contrainte qui est entre 4 et 40. Une fois on a rempli le tableau, on va vérifier, puis afficher si un entier aléatoire x de l'intervalle de 50 existe ou non dans ce tableau. Donc, on va essayer de voir un exemple. Si je prends cet exemple n égale à 8, on aura ce tableau avec des éléments. Là, c'est un tableau d'entiers. Si je donne la valeur de x que je vais chercher dans ce tableau, donc je vais comparer x à t de 1, non, c'est pas t de 1. Je passe à t de 2, non, c'est pas t de 2. Je passe à t de 3, c'est bon, c'est t de 3. Donc le programme affichera 4 existe dans le tableau. Maintenant, on va passer à la valeur 14. Regardez la valeur 14. Le programme affichera 14 n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il a visité case 1 par 1. Regardez, et à chaque fois, il fait la comparaison. Donc là, le 14, il n'existe pas. Il va afficher, le programme affichera 14 n'existe pas dans le tableau. OK? Maintenant, on va essayer de décomposer notre programme. Travail demandé, c'est premièrement analyser le programme en le décomposant en modules et deuxièmement, écrire l'algorithme de chaque module envisagé. Faites attention, ce travail demandé, même au niveau du concours, vous allez trouver celle-là. On va voir comment décomposer notre problème en modules, après écrire les algorithmes de chaque module envisagé. Donc, on va commencer premièrement par l'analyse du programme principal. Analyse du programme principal. Donc, au niveau de l'analyse du programme principal, on met résultat égal. Là, au niveau de l'analyse du programme principal, on adopte la méthode descendante, c'est-à-dire, on va voir quel est notre résultat. Quel est notre résultat en fait? On va afficher si l'entier x existe ou non dans le tableau.
Donc là, il y a un module qui va s'intéresser pour l'affichage du résultat. Et ce module, de quoi il a besoin comme données? Il a besoin du tableau T, de sa taille et de l'élément X. Donc là, puisque c'est un module qui va prendre des données, mais il ne va rien donner comme résultat, donc ça sera une procédure. Là, je mets proc, afficher. Donc, de quoi il a besoin afficher? Il a besoin du tableau T, de sa taille et de l'élément à chercher dans le tableau. Là, on regarde bien, il y a des variables que je dois retourner et définir comment je vais, c'est-à-dire T, comment je vais le trouver. Là, je retourne et je définis T qui se charge de la procédure du remplissage du tableau T. En fait, il y a un module qui permet de remplir le tableau. Ce module, il va prendre comme donnée la taille du tableau et il va renvoyer un tableau. Donc là, c'est une procédure. Pourquoi une procédure? Parce qu'elle va retourner un résultat de type tableau. Donc là, T, proc, remplir. Je prends la taille N, il va renvoyer le tableau T. Après, qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre le N. Le N, c'est une aussi procédure. Saisir qui va prendre comme paramètre N, qui est en même temps donné et en même temps résultat, dans la même variable. Après, X. X, c'est quoi? Il a bien dit, c'est une valeur aléatoire, c'est un entier aléatoire. Donc là, je peux faire l'expression directement ici, sans passer par un module. Donc, comment déterminer une valeur aléatoire? Je vais là mettre une petite parenthèse. Maintenant, pour déterminer une valeur aléatoire, x, donc une valeur aléatoire x de type entier entre 0 et entre 2 et 50. Donc là, on va utiliser une fonction déjà aléatoire. On a une fonction qui s'appelle aléa. Aléa, par exemple, de y, je vais la renvoyer dans x. Ça, c'est le cas général. Qu'est-ce qu'elle va me donner comme valeur? Les valeurs possibles sont entre 0 et y moins 1. OK? Maintenant, moi, je ne veux pas la valeur minimale 0. Je le veux 2. Donc, si je regarde mon exercice, ça sera x reçoit aléa de, si je respecte, qu'est-ce qu'il y a? Donc, entre 2 et 50, je vais regarder la formule. Donc, aléa de 51. Aléa de 51, qu'est-ce qu'elle va me donner? C'est des valeurs entre 0 et 50. Donc, le 2, déjà, il y a le 0 et le 1. Elle ne commence pas par 2. C'est bon, par 51, mais le 2, non. Là, lorsque j'ai deux valeurs, c'est-à-dire elle ne commence pas par 0. Là, je suppose que celle-là, c'est A et celle-là, c'est B. Lorsque j'ai un intervalle AB, une valeur aléatoire dans un intervalle AB. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux appliquer cette formule, aléa de B moins A plus 1 plus A. Donc, je vais la mettre dans X. Donc, si j'applique celle-là, qu'est-ce que j'aurai?
j'aurai ici aléa. Aléa, la plus grande valeur, c'est 50. 50 moins 2, c'est 48. 48 plus 1, c'est 49. Donc, 49. 49 et plus la valeur minimale, qui est 2. Et voilà comment déterminer une valeur aléatoire dans un intervalle qui ne commence pas par 0. OK? C'est dans un intervalle AB. Il suffit de faire la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur et ajouter un 1 plus, après, j'ajoute la petite valeur. Voilà, à cette analyse, il y a un tableau de déclaration des objets globaux. Donc, ce tableau de déclaration des objets globaux, dont on va mettre les objets type nature et rôle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le N, le X, le T, et je mets aussi les procédures, les modules que j'ai fait appel au niveau du programme principal. Donc, chaque module, je dois donner son type, c'est entier, et son rôle, c'est la taille du tableau. Le X, c'est entier, c'est l'élément à chercher. Le T et les deux types tab, en fait, c'est un nouveau type que je vais déclarer dans le tableau de définition de nouveau type. C'est un tableau d'entier. Après saisir, c'est une procédure. Procédure et procédure. Et je dis chaque procédure, quel est son rôle, permet de saisir N, remplissage du tableau, remplissage du tableau et l'affichage si X existe ou non dans T. Maintenant, on a un tableau de définition de nouveau type. Je peux le mettre avant le tableau de déclaration des objets globaux ou après. Là, pourquoi ce tableau de définition de nouveau type? Pour déclarer ce nouveau type. Là, je dois mettre tab. C'est un tableau de quoi en fait? C'est un tableau de, je dois bien dire, combien d'entiers? C'est un tableau, je regarde la partie, qu'est-ce qu'il a donné dans N? Il a donné N entre 4 et 40. Donc, c'est le 40 qui est la valeur sup. Mais faites attention, est-ce que c'est 40? Strictement. Donc, c'est 39. C'est de 39 entiers. Voilà. Maintenant, c'est la réponse à la première question. Analyser le programme en les décomposant en modules. Passons maintenant à écrire l'algorithme de chaque module envisagé. On va passer à la partie 2, sans mettre deuxièmement. Donc, on va mettre algorithme de la procédure. À votre avis, je vais commencer par quelle procédure? En fait, je me mets à votre place, les élèves, et je commence par les modules les plus simples. C'est savoir gagner du temps. On sait bien que saisie de N, c'est simple. Remplissage du tableau, c'est simple. Et on laisse le module où il y a du travail après. Donc, je vais commencer par la procédure saisir N. Donc, def, je vais déclarer def
proc, saisir. Regardez, faites attention, vous devez avoir le même nom. Et qu'est-ce qu'elle a entre parenthèses? Elle a N. Là, au niveau des paramètres, au niveau du programme principal, ce qu'on appelle les paramètres N, T, X, etc., on les appelle, c'est des paramètres effectifs. Ce sont des paramètres effectifs. Où on peut les trouver, les paramètres effectifs, on les trouve au niveau des appels des modules. Maintenant, regardez, quand on va déclarer la procédure, par exemple, saisir N, on va mettre N et on doit donner son type, N entier. Je peux changer, ne pas mettre N, je peux mettre X par exemple. Je peux mettre Y puisqu'on a X, peux mettre A. C'est-à-dire, c'est quoi ces paramètres? C'est les paramètres formels. Et les paramètres formels, ils doivent s'accorder avec le paramètre effectif. Celui-là, par exemple, je suis en train de traiter la procédure saisir. Ils doivent s'accorder au niveau type, ordre et nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai combien de paramètres? J'ai un seul paramètre. Je dois avoir un seul paramètre entre parenthèses. Quel est son type là? Il est de type entier. Celui-là, il doit être de type entier. Donc, ils se sont accordés au niveau nombre, un seul, au niveau type et l'ordre, puisqu'il y en a un seul, donc il n'y a pas d'ordre. Donc, maintenant, on doit voir le passage, mode de passage. Le N, c'est un résultat de la procédure saisir. Donc, son mode de passage, c'est le mode de passage par variable. C'est un résultat. Donc, je dois mentionner le var. Je dois bien mettre ce var pour dire que c'est un résultat. Je peux mettre A, par exemple, comme j'ai dit, comme je peux mettre N. Je peux laisser le N. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur N? Qu'est-ce qu'il demande? N, c'est la taille de tableau, avec N entre 4 et 40. Donc, c'est une saisie contrôlée de N. Là, je dois mettre répéter, lire N jusqu'à N dans l'intervalle. Je respecte la valeur minimale, elle reste à 4. Mais par contre, la valeur maximale, faites attention, c'est pas 40, c'est strictement, faites attention, donc c'est 39. Et deuxièmement, fin, saisir. À chaque algorithme, il y a un tableau de déclaration des objets locaux. Donc, tableau de déclaration des objets locaux. C'est quoi ces objets locaux? Les objets locaux, ce sont les objets qui se trouvent dans le corps de la procédure et qui n'existent pas dans son en-tête. Là, on remarque qu'il n'y a aucun objet local. Donc, pas de tableau de déclaration des objets locaux. Maintenant, je passe à l'algorithme de la procédure. Donc, de la procédure remplir, defproc, remplir, et toujours je fais attention, je regarde là, au niveau du programme principal, l'ordre il est très important, donc remplir, qu'est-ce qu'elle va prendre comme donnée? Elle va prendre N et elle va retourner T. Donc N, c'est un passage par valeur, je ne vais pas mettre le var devant, mais par contre T, c'est un passage par variable. Je dois mettre le var. Donc là, N entier, var, T, tab.
est là. Maintenant, je vais remplir le tableau. Qu'est-ce qu'il demande? Remplir avec n entier de l'intervalle de 50. C'est un remplissage avec contrôle sur la saisie de T de I. Donc, pour I de 1 à n faire, répéter, lire T de I jusqu'à T de I dans l'intervalle, donc il demande de 50. Et fin pour. Et deuxièmement, fin remplir. Comme on a dit, à chaque algorithme, il y a un tableau de déclaration des objets locaux s'il y en a des objets, un objet local ou des objets locaux. Je regarde bien, est-ce qu'il y a un objet qui existe dans le corps de la procédure et qui n'existe pas dans son en-tête? Oui, il y a le I. Donc le I, c'est quoi? C'est un entier qui est un compteur. Donc, objet, type nature et rôle. OK? Donc, ça, on va passer maintenant à la procédure affichée. Donc, algorithme de la procédure affichée. Donc, là, defproc affiché. De quoi elle a besoin? TNX. Et je fais attention, ils sont tous avec un passage par valeur. N, X, ils sont de type entier. Maintenant, comment déterminer si X existe ou non dans le tableau? Là, je vais faire appel à une fonction qui va se charger de chercher si X existe ou non, c'est-à-dire que son résultat, il va être booléen. Juste, je vais la tester au niveau de la procédure affichée. Regardez, si Fn, on va l'appeler par exemple recherche séquentielle. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner T, N et X. Si elle est égale à vrai, alors je vais afficher, écrire X existe. Qu'est-ce qu'il demande dans l'exercice? 4 existe dans le tableau. Donc, X existe dans le tableau. Sinon, il va afficher X n'existe pas dans le tableau. OK? Et fin ci. Et deuxièmement, fin affiché. Maintenant, on va voir tableau de déclaration. Tableau de déclaration des objets locaux. On va avoir quel objet qui est local? Objet, type nature et rôle. Quel est l'objet? En fait, je regarde bien TNX, ça existe, mais il y a la fonction recherche dichotomique, recherche séquentielle, qui est une fonction permet de vérifier si X existe ou non dans T. OK?
Et voilà, maintenant, on va passer à la fonction. On va passer à la fonction recherche séquentielle. Pourquoi j'ai mis recherche séquentielle? En fait, je vais chercher l'élément. Regardez, la valeur de x que je vais la chercher, on va commencer par la première valeur du tableau. Je regarde, est-ce que la première valeur du tableau est égale à x? Non. Je vais avancer. Qui me fait avancer en fait? C'est un compteur. Dans la première valeur, il a pris 1. Après, il n'a pas trouvé, il va avancer à 12. Il n'a pas trouvé, il n'y a pas d'égalité. Il va avancer. Hop, il y a une égalité. Il va s'arrêter. Pourtant, il y en a une autre. Donc, ce qu'on demande, c'est de chercher est-ce que x existe ou non. Donc, il suffit de trouver la première valeur, il doit s'arrêter. Et là, on va déterminer ensemble quelle est la boucle qu'on va utiliser dans cette fonction. Donc, algorithme de la fonction recherche séquentielle. Donc, là, 0 def fn recherche séquentielle. De quoi elle a besoin? De t tab, n x entier, et elle va renvoyer booléen. Là, pourquoi c'est une fonction? Parce qu'elle retourne un seul résultat de type booléen. Donc, quand est-ce qu'on met une fonction? Lorsqu'elle retourne une seule valeur, ou bien de type entier, réel, chaîne, caractère ou booléen, ça sera une fonction. OK? Donc, là, je vais commencer mon compteur i à 0. Je vais opter pour la boucle répétée. Pourquoi la boucle répétée? Parce qu'elle va s'arrêter dès qu'elle trouve la valeur cherchée. Donc la boucle pour non, même si elle le trouve, elle termine jusqu'à la fin. Donc là, on va utiliser la boucle répétée aussi parce que elle s'exécute au moins une fois. C'est-à-dire, on a besoin d'entrer au moins une fois dans la comparaison au niveau du tableau avec x. Donc là, je vais utiliser la boucle répétée jusqu'à quoi? Quand est-ce que je m'arrête? Jusqu'à t de i égale à x. Ou là, lorsqu'il a trouvé le x. Ou bien il n'a pas trouvé le x. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas trouvé le x? C'est-à-dire que le i, il a avancé, il avance, jusqu'à il atteint la fin du tableau. Et quand on dit fin de tableau, c'est-à-dire i égale à n. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps de la boucle? Au niveau du corps de la boucle, on ne fait que avancer le compteur. Et voilà, après, recherche. On n'oublie pas que toujours la fonction, avant de terminer, elle doit recevoir le résultat. Donc, elle va recevoir t de i égale à x. Et fin, recherche séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, recherche séquentielle? Une fonction reçoit t de i égale à x. C'est-à-dire, si x égale à vrai, si t de i égale à x, recherche séquentielle, elle va prendre vrai. S'il est sorti avec cette condition, il va venir là, il regarde, est-ce que cette condition est vérifiée? Il va trouver que cette condition n'est pas vérifiée. Donc, il va mettre faux directement. C'est comme si on va écrire, si
T de I égale à X, alors recherche séquentielle reçoit le vrai, sinon recherche séquentielle reçoit le faux. Ce sont deux écritures équivalentes. OK? Donc, là, une fois on a terminé notre recherche, tableau de déclaration des objets locaux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir objet, type nature et rôle. Qu'est-ce qu'on a les objets? On a le I, juste le I, qui est un entier et qui est un compteur. Et voilà, on a terminé l'exercice de la recherche séquentielle. On a vu donc comment on utilise la recherche séquentielle. Vous voyez, la recherche séquentielle, elle fait sa visite case par case. Donc, elle doit passer case par case, c'est-à-dire d'une façon linéaire. Juste lorsqu'elle trouve l'élément X, elle doit s'arrêter. Ce n'est pas la peine de terminer. Si elle ne le trouve pas, c'est-à-dire que la fin du tableau, on est arrivé à la fin du tableau. Et voilà, merci pour votre attention. Voilà, on a dit qu'il y a deux méthodes de recherche qu'on va étudier cette année au niveau des algorithmes de recherche. On vient de voir la méthode de recherche séquentielle, comme on a l'autre méthode qui est la méthode de recherche dichotomique. Regardez, je vais vous donner un petit exemple. Là, j'ai un livre. Je veux chercher la page 14. Regardez, j'ouvre mon livre et maintenant, je vais travailler avec la méthode de recherche séquentielle. Regardez comment ça marche. Regardez, un par un, jusqu'à arriver à la page 14. Donc, je dois passer par toutes les pages et c'est bon, la page 14. Ça, c'est la méthode séquentielle. Maintenant, la méthode de recherche dichotomique, en fait, elle ne s'applique que sur une liste qui est déjà triée. Donc, ou ce qu'on appelle ordonnée. C'est ça la différence entre les deux méthodes. La méthode de recherche séquentielle, elle peut travailler sur une liste ordonnée comme une liste qui n'est pas ordonnée, alors que la méthode de recherche dichotomique, elle est plus efficace sur une liste ordonnée. Donc, son principe et son utilisation sur une liste bien triée. Regardez par exemple l'exemple. Comment ça se passe au niveau de la méthode de recherche dichotomique? En fait, dichotomique, c'est-à-dire diviser la liste en deux. Ça, c'est mon tableau, mon livre. Il est bien ordonné, les pages, numéros de pages sont bien ordonnés. Donc, je vais ouvrir le livre au milieu et je regarde, sachant que la valeur que je suis en train de chercher, c'est la page 14. Je regarde le milieu, c'est 112. Donc, est-ce que ma valeur, elle est inférieure à 112 ou elle est supérieure à 112? Je remarque que ma valeur, elle est inférieure à 112. Donc, regardez, toute cette partie, c'est bon. Je ne veux plus la voir. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Toute cette partie, je refais la même chose. Je divise cette partie en deux. Et lorsque je la divise en deux, je trouve la page 56. Je regarde, est-ce que 14 elle est inférieure à 56 ou elle est supérieure? Elle est inférieure. Donc, regardez toute cette partie, j'ai déjà, je ne vais plus la voir. Donc, il me reste la recherche dans cette partie. Je refais la même chose, je cherche la moitié de cette partie. Je regarde, la moitié, c'est ça. Donc, c'est la page 28. Je regarde, est-ce qu'elle est supérieure ou elle est inférieure à 14? 14, elle est inférieure à 28. Donc, regardez bien que toute cette partie, c'est fini, je ne la regarde plus. Donc, je refais la même chose, le milieu de 28. Donc, c'est 14. Et bon, le milieu, c'est 14.
La valeur que je cherche, c'est 14, donc c'est bon, je m'arrête. Vous voyez la différence entre les deux et que la première, je dois chercher un par un, alors que la deuxième, c'est de diviser le tableau à chaque fois par 2 parties. Donc, elle est plus efficace sur des tableaux triés ou ce qu'on appelle des tableaux ordonnés. Maintenant, on va voir l'activité. Qu'est-ce qui change entre l'autre activité et cette activité? Regardez, on veut écrire un programme qui permet de remplir un tableau T par n entier ordonné dans l'ordre croissant. Donc, je dois donner l'ordre, le critère d'ordonnancement. De l'intervalle de 50, c'est la même chose. La taille, c'est la même chose. Vérifier puis afficher si un entier X aléatoire existe ou non, c'est la même chose. Donc, la différence, c'est que le tableau, il est bien ordonné. C'est-à-dire, pour appliquer la méthode de recherche dichotomique, le tableau, il doit être bien ordonné. Donc, pour faire mon exercice, toute la démarche restera la même, juste la modification, elle va être faite sur le remplissage du tableau et la fonction, elle est la recherche, qui n'est plus la recherche séquentielle, mais ça devient la recherche, si Fn, recherche dichotomique, ok, dichotomique, pardon, recherche Fn, recherche dicho, je lui donne les paramètres n, x, t, ok, égal à vrai, alors écrire x existe, sinon x n'existe pas. Donc, retournons à la procédure remplir, où on va effectuer les modifications. Donc, celui-là, il va faire entrer des éléments de tableau qui ne sont pas ordonnés. Maintenant, il nous demande que les éléments de tableau soient bien ordonnés, dans l'ordre croissant. Pour cela, pour qu'on puisse remplir un tableau par des éléments ordonnés, on doit faire la saisie du premier élément du tableau tout seul. Donc, sachant que les éléments de tableau sont de l'intervalle de 50, donc je vais répéter, lire T de 1 jusqu'à T de 1 dans l'intervalle de 50. Donc, le premier élément du tableau, il est bien saisi tout seul. À partir du deuxième élément, pour I de 2 à n faire, chaque élément que je vais saisir, il doit être supérieur, à l'élément qui le précède, jusqu'à T de I supérieur. Je peux mettre supérieur ou égal au supérieur, donc c'est la même chose, T de I moins 1. Si j'ai par exemple, je peux avoir deux valeurs successives qui sont les mêmes, par exemple 4, 4. Donc là, je peux mettre T de I supérieur ou égal à T de I moins 1. OK? Comme je peux mettre T de I strictement supérieur, c'est-à-dire je ne vais pas avoir des répétitions. Donc, fin pour, comme je peux mettre pour avoir les répétitions. Donc, ça c'est pour la remplissage, fin, remplir. Donc, c'est ça, comment remplir un tableau par des éléments ordonnés dans l'ordre croissant. Donc, tableau de déclaration des objets locaux, j'aurai le I entier compteur. Donc, au niveau objet, type nature et rôle. OK? Maintenant, on va passer à regarder dans l'exemple. Le tableau, il est bien ordonné. Je vais voir, est-ce que X existe?
Oui, x, elle existe. Je vais voir, est-ce que x égale à 9 existe? X n'existe pas. Donc, on va voir maintenant le principe avec un petit exemple. Regardez l'exemple. Je vais chercher la valeur de x dans ce tableau qui est bien ordonné. Quel est le principe? En fait, comment je vais diviser le tableau en deux? C'est par rapport à qui? C'est par rapport à la valeur de début et à la valeur de fin. Donc, je dois fixer mon début à 1 et la fin à 12, c'est-à-dire à n. Après, je vais chercher le milieu. Le milieu qui est début plus fin, div 2. OK? Donc, lorsqu'on fait le calcul, on va trouver que 1 plus 12, c'est 13. 13 div 2, c'est 6. Donc, c'est la valeur du milieu. OK? Voilà, c'est la valeur du milieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais comparer x à tes deux milieux. Donc, là, on a comparé x à tes deux milieux. On va voir, est-ce que la valeur de x, elle est égale à tes deux milieux? Non, elle n'est pas égale à tes deux milieux. Est-ce qu'elle est supérieure à tes deux milieux? Non, elle n'est pas supérieure à tes deux milieux. Elle est inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toute cette partie, elle ne va plus être visitée. Donc, regardez, x, elle est inférieure. Refaire la recherche dans la partie gauche par rapport au milieu qui est m. Et là, regardez, toute cette partie, elle est inactive. Donc, ma recherche, elle va être faite, on va refaire la recherche dans cette portion du tableau. Dans le début, il va rester le même, il ne va pas changer le début. Par contre, c'est qui change? C'est la fin. Et dans la fin, qui va prendre la valeur du milieu, moins 1. Et je refais la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais calculer le milieu. Une fois que j'ai calculé le milieu, je regarde, est-ce que x égale à tes deux milieux? Non, x n'est pas égal à tes deux milieux. Est-ce qu'il est inférieur? Non. Est-ce qu'il est supérieur? Oui. Donc là, toute cette partie, elle va être inactive. Regardez, donc la recherche va être faite dans la partie droite par rapport au AM. Donc, si je regarde bien, donc cette partie, elle est inactive. La portion du tableau dont la fin ne va pas changer. Par contre, c'est qui va changer? C'est le début et qui va prendre la valeur du milieu plus 1. Je refais la même chose. Je calcule le milieu. Je détermine la valeur du milieu. Je compare par rapport à la valeur du milieu. Est-ce qu'elle est inférieure? Non. Est-ce qu'elle est supérieure? Oui. Donc, c'est la partie droite. Si je regarde dans la partie droite, regardez, toute cette partie, elle n'est plus active. Il ne reste que cette portion ou cette partie du tableau. Dans la fin, il va rester la même, mais par contre, ce qui va changer, c'est le début dans la valeur, c'est la valeur du milieu, plus 1. Et je refais, c'est-à-dire le milieu qui est 5 plus 5 div 2, c'est 5, c'est la valeur du milieu. Une fois j'ai trouvé la valeur du milieu, je regarde, est-ce que x égale à tes deux milieux? Oui, c'est bon, j'ai trouvé la valeur de x. Donc là, c'est bon. Si x égale à tes deux milieux, la recherche est terminée. C'est notre condition d'arrêt, c'est le vrai. Là, c'est la condition où on trouve la valeur de x. Prenons l'exemple que x n'existe pas dans le tableau. Donc, là, maintenant, c'est le x qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est la dernière partie où on a trouvé le x, mais on a changé la valeur de x. Regardez, x, elle est égale à 9 maintenant. Et là, on est arrivé à ce stade. Donc, il va comparer, est-ce que x, elle est égale à tes deux milieux? Non, elle n'est pas égale à tes deux milieux. Est-ce qu'elle est supérieure? Non. Est-ce qu'elle est inférieure? Oui, elle est inférieure par rapport à la valeur du milieu. Donc, si elle est inférieure, donc la recherche, elle va être faite dans cette partie. Donc, dans cette partie. Si la recherche, elle va être dans cette partie, dans le début, il va rester le même.
OK? Mais qui va changer, c'est la fin. Regardez, est-ce que c'est normal d'avoir un tableau dont la fin est inférieure au début, c'est-à-dire que le début est supérieur à la fin. Ce n'est pas normal là. Donc, lorsqu'on arrive au cas où le début est supérieur à la fin, donc c'est faux. C'est une condition de sortie, c'est notre deuxième condition de sortie lorsque le début est supérieur à la fin, parce que ce n'est pas normal que le début d'un tableau est supérieur à sa fin. Et voilà le principe maintenant. On va voir le principe fixé. Donc, on a commencé par fixer le début. Après, on va fixer la fin. Une fois on a trouvé la fin, on va faire le calcul du milieu. Une fois on a trouvé le milieu, on va le comparer par rapport à x, c'était deux milieux par rapport à x. Si x est trouvé, donc c'est vrai, je sors. Sa position, c'est la valeur de m. Et sinon, on va diviser le tableau par rapport au milieu m. Après, je vais comparer si cette condition n'est pas vérifiée, je passe à l'autre condition. Est-ce que x sera inférieur à t2m? Je vais refaire l'étape 3 et 4 sur la portion du tableau à gauche de m dans le fin qui va changer, qui est milieu moins 1. Sinon, si celle-là, elle est fausse, celle-là, elle est fausse, on va aller à la troisième possibilité et que x, elle est supérieure à t2m. Donc, on va refaire l'étape 3 et 4 sur la portion du tableau à droite de m dont le début va prendre la valeur de milieu plus 1. Donc, voilà, ça c'est le principe. On va essayer de l'écrire algorithmiquement. Donc, là, algo de la fonction recherche dichotomique. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura def, fn, recherche dichotomique. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Je fais attention là. N, x entier. On a t, tab. Elle va renvoyer booléen. Je commence par fixer la valeur de début. Voilà, début reçoit 1. Fixer la valeur de fin, c'est n. OK? Après, je vais calculer le milieu. Remarquez que le milieu, à chaque fois, je dois le refaire. Donc là, il va entrer dans une boucle répétée. Pardon? Il va entrer dans une boucle répétée. Quand est-ce qu'on sort? Jusqu'à quelque chose. Donc, je vais initialiser une variable test où existe à faux. Je vais calculer le milieu, début plus fin div 2. Je vais faire mes tests. Si x égale à t2 milieux, alors existe reçoit le vrai. Sinon, si x inférieur à t2 milieux, sachant que le tableau il est ordonné dans l'ordre croissant, alors qui va changer si x il est inférieur? C'est la fin du tableau qui va changer. C'est-à-dire là, la fin qu'il y ait le milieu moins 1. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a trois conditions. J'ai vérifié la première, la deuxième. Sinon, ça sera automatiquement si elle est supérieure à T2M. Donc là, ça sera le début qui est milieu plus 1 et fin ci. Quand est-ce que je sors? Je sors lorsque existe égale à vrai ou le début
où le début est supérieur à la fin. Si le début est supérieur à la fin, existe, elle va rester à faux. Donc, ce sont les deux conditions de sortie. Donc là, c'est troisièmement, quatrièmement, après, cinquièmement, on a recherche dichotomique. Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir la valeur de existe. Et sixièmement, fin, recherche dichotomique. À cet algorithme, on va lui associer un tableau de déclaration des objets locaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Objet, type nature et rôle. On va avoir le début, la fin, milieu et existe. Donc, existe, c'est une variable booléenne. Booléen permet de vérifier si X existe ou non. Donc, c'est de type entier, milieu de la portion, milieu de la portion de T. La fin, c'est entier et le début, c'est entier. Début de la portion et fin de la, ou bien sous-tableau, fin du sous-tableau. C'est la même chose, portion du tableau ou la fin, début du sous-tableau. OK? Donc, là, c'est le tableau de déclaration des objets locaux. Et voilà, on a bien terminé la recherche dichotomique et vous voyez la différence entre les deux méthodes de recherche. L'une est linéaire, qui est séquentielle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas sur un tableau trié, mais elle va prendre beaucoup de temps pour trouver l'élément cherché. Alors que la recherche dichotomique, elle nous fait gagner du temps et elle est plus efficace. Voilà, maintenant on a terminé la méthode de recherche dichotomique. On l'a bien détaillé. Voilà, je vais terminer la recherche dichotomique fonction. Donc, on va écrire son rôle, permet de vérifier l'existence de X dans T. Et voilà, récapitulons maintenant, on a vu les deux méthodes de recherche, la méthode séquentielle ainsi que la méthode dichotomique. On a vu que la méthode de recherche linéaire, on doit passer un par un pour arriver à notre élément cherché. Donc, elle nous prend plus de temps. Alors que la méthode de recherche dichotomique, elle est plus efficace puisqu'elle divise le tableau en plusieurs parties et comme ça, la recherche, elle va être plus efficace. Et voilà, on a terminé le cours d'aujourd'hui.